ici JBC et vous écoutez du mur au mic. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Bonjour, je m'appelle Catherine. Et moi Adrien. Et nous vous proposons aujourd'hui la toute première émission du podcast du mur au mic. Du mur au mic, c'est un podcast sur l'art, en particulier l'art urbain. Vous savez, tous ces artistes qui font de la rue une galerie d'art à ciel ouvert, eh bien notre objectif avec ce podcast, c'est de les faire connaître du grand public. Parce que si leurs œuvres sont souvent éphémères, certaines d'entre elles réussissent à rester gravées dans nos mémoires et faire réagir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Jean-Baptiste Collin, alias JBC. D'abord, bonjour et merci JBC de participer au mur au mic. Bonjour. JBC, t'as 40 ans, tu viens de Montreuil et tu te passionnes pour l'art depuis longtemps. Aujourd'hui, on te reconnaît dans les rues là, par tes créations graphiques, colorées, parfois surréalistes, qui représentent une vision iconographique de personnages historiques ou d'actualités qui sont mis en valeur dans un univers végétal aux saveurs latino-américaines. Dis-moi, quand est-ce que tu as pris là, ta décision de vivre de ton art exactement? C'était quand j'avais 29 ans. Donc je sortais d'une expérience professionnelle qui allait avec les diplômes que j'ai passés. Donc j'ai été chargé de mission pour la ville de Montreuil dans les relations internationales. Et donc bon, c'était une année assez riche, mais j'ai su à ce moment-là que c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire dans la vie. Et donc j'ai pris la décision à ce moment-là de me réorienter de manière progressive, d'abord par le graphisme, que je voyais comme une porte d'entrée vers l'art. Et puis aujourd'hui, je suis content d'avoir fait ce choix parce que ça s'est déroulé à peu près comme je le voulais, même s'il y a encore beaucoup à faire. Qu'est-ce qui a fait que tu te passionnes pour le graphisme et la peinture ? Mais je pense qu'en fait, il y a des gens qui sont réceptifs aux expériences qu'ils peuvent avoir dans la vie. Ça peut rester gravé dans leur mémoire et puis ça peut ressortir d'une manière ou d'une autre après. On ne sait pas toujours comment et c'est des questions de rencontres, d'opportunités. Et j'ai eu la chance de voyager pas mal de par mon père, qui était professeur en collège et en lycée. Et donc voilà, il y a un goût forcément pour la création qui peut se manifester dès le plus jeune âge. Mais si on l'alimente en plus de voyages comme ça, ça peut donner ensuite lieu à des résurgences des années après, voire des dizaines d'années après, sous forme d'art ou autre chose. Tu avais commencé par des collages, mais qu'est-ce qui t'a poussé vers ce chemin-là là, de sortir dans la rue, si on veut? Au tout départ, il n'y avait pas une intention artistique très clairement affirmée ou pas entièrement artistique. Donc, je commençais à être formé en graphisme, donc j'étais en mesure de faire des affiches, de combiner du texte et des images. Et j'étais assez fasciné par les affiches sérigraphiées de mai 68, où quelques étudiants ils découvraient la sérigraphie. Ils ont pris un petit peu les événements au vol, en quelque sorte, et sont mis à faire des affiches, dont certaines très connues, comme Retour à la normale, où on voit un troupeau de moutons, ou la silhouette de Gaulle, ou CRS, SS, je ne sais plus exactement. Bref. Et donc, je voulais, dans ma modeste mesure, faire revivre un petit peu cet esprit de mai 68. Et c'est comme ça que j'ai commencé à coller des affiches à consonance très politique dans Paris. Mais je ne voulais pas donner le pas sur un aspect ou un autre. Ça devait être autant politique qu'artistique. Et finalement, l'artistique a regagné en moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de politique aujourd'hui, mais ce n'est plus du tout prédominant dans mon œuvre aujourd'hui. Tu as fait dans le passé des collages en sauvage. Est-ce que c'est une chose qui te procure encore de l'adrénaline? Ce qui se passe, c'est qu'au départ, effectivement, on regarde à gauche et à droite, on va aller dans un lieu où il n'y a pas d'éclairage public. On prend des précautions excessives, vu l'enjeu, quoi. Et surtout la nature des dégradations, entre beaucoup de guillemets, qu'on est censé faire. Et puis après, peu à peu, on devient forgeron en forgeant, hein, c'est ce qu'on dit. Donc, au bout d'un moment, on se lâche et à la fin, on prend peut-être des risques qui sont un peu trop inconsidérés en s'exposant beaucoup. Après, ça fait longtemps que j'ai plus fait du collage sauvage, ce que je déplore un petit peu, mais je compte bien m'y remettre bientôt. Donc, cette adrénaline-là, je ne l'ai plus beaucoup. En termes de process de création, tu as fait beaucoup de collages et aujourd'hui, tu travailles principalement à la peinture acrylique. Pourquoi ? En fait, j'ai été un peu poussé vers la peinture, je dirais pas malgré moi, parce que j'ai toujours adoré peindre, mais c'était aussi la nécessité, parce qu'au bout d'un moment, on nous demande de produire des œuvres pérennes.
Parce que le collage, ben, c'est sympa, mais ça peut durer 1 mois si on a de la chance. Mais le climat parisien, même, bon, après, quel que soit le climat d'ailleurs, mais ça va, je pense que ça ira encore plus vite ici avec le vent, la pluie, etc. Donc, par la nécessité, j'ai repris les pinceaux et j'ai pris beaucoup de plaisir parce qu'en fait, j'ai découvert qu'au fond de moi, j'étais un artiste peintre. Au-delà d'être un street artiste ou quelque étiquette qu'on veut bien nous donner, au fond de moi, je suis artiste peintre. Tu as montré ton savoir-faire sur différents types de supports, des fresques, des boîtes aux LED, des pianos. Tout à l'heure, quand on est arrivé, tu étais en train de préparer un collage pour un conteneur à verre. Est-ce qu'il y a un support que tu aimes particulièrement? Ça dépend aussi pas mal du contexte dans lequel on le fait. Je me souviens que des containers à verre, par exemple, j'ai pu en faire dans la rue. Donc, c'est un petit peu dans l'urgence. Le degré de finition n'est pas le même. Effectivement, on regarde aussi à droite et à gauche si ce n'est pas autorisé. Si on fait les choses en atelier, c'est déjà très différent. Donc, ça peut être justement un mobilier urbain ou une voiture ou quoi que ce soit. L'ambiance ne va pas du tout être la même. Et le degré de difficulté complètement différent. Donc, on va dire qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas de figure. Si on le fait dans la rue, il y a l'adrénaline de la rue, il y a le contact aussi avec les habitants qui est super important pour moi dans le street art. Si on le fait en atelier, on a ce confort, on va dire, on est au chaud, on est tranquillou, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par contact avec les gens? C'est pour moi une composante assez essentielle dans le street art. C'est-à-dire que même certains artistes qui peuvent être plutôt introvertis et avoir du mal à partager avec les autres leur expérience artistique personnelle, ils sont quand même, au bout d'un moment, je ne dirais pas obligés, mais ils sont confrontés à un public. Alors certains mettent un casque sur les oreilles et vont signifier au public qu'ils ne sont pas dans la communication, mais d'autres sont un peu moins réticents à le faire. Moi, j'aime bien échanger avec les gens. Ça fait partie du jeu, quitte à allonger le temps de réalisation dans la rue, hein. Tu as un style bien à toi. On reconnaît tes œuvres parce qu'elles sont très colorées, assez revendicatrices. Quand tu peux te le permettre, tu utilises aussi beaucoup de personnages connus, de figures d'actualité. Pourquoi? D'où ça vient tout ça? C'est-à-dire que moi, je suis sur un style figuratif qui se base sur la photo. Donc déjà, je prends peu de liberté avec les formes, contrairement à un artiste qui ferait de la figuration libre, par exemple. Du coup, on recherche des photos. Je dis on parce que je connais d'autres artistes qui le font aussi, comme Eva Dessir, par exemple, et des photos insolites. Et du coup, il y a les photos de presse, et puis assez vite, des photos de presse, on arrive sur les dirigeants. Et l'autre aspect, c'est que je m'intéresse beaucoup à l'icône, justement. Donc il y a des personnages, du coup j'ai pu faire la distinction entre différents styles d'icônes. Il y a l'icône purement religieuse, mais aussi en fait des personnages complètement profanes qui sont élevés au rang d'icône par la culture populaire. Et c'est là où ça m'intéresse. Et après, effectivement, quand je fais une œuvre qui est plus revendicative, je peux prendre pour cible un homme politique que j'affectionne peu pour le mettre dans des situations de décadence, d'orgie, quoi, en quelque sorte. Ça, j'aime bien aussi. Rendre aux personnages leur vraie nature lorsque les caméras ne sont plus là pour les filmer. Pour revenir sur ton process de création, tu travailles beaucoup sur l'ordinateur, ce qui te fait, j'imagine, gagner énormément de temps. Aujourd'hui, comment ta formation de graphiste impacte ta façon de produire tes œuvres? En fait, le début de ma démarche artistique en tant qu'artiste urbain, c'est plus ou moins concomitant avec l'apprentissage du graphisme, où ça s'est fait tout juste après. Donc, quelque part, le moteur méthodologique du graphisme a été pour moi déterminant au moment où j'ai commencé à faire de l'art urbain, puisque c'était des choses imprimées que je collais dans la rue. C'est-à-dire que j'ai beaucoup peint au cours de ma jeunesse. J'ai un petit peu laissé ça de côté, mais jamais complètement. Et puis la découverte du graphisme avait, pour un temps finalement assez éphémère, au regard de l'ensemble de mon parcours, m'avait éloigné finalement de la pratique du pinceau. Un petit peu ébloui que je pouvais l'être par cette facilité dont tu parles qu'offre le graphisme aujourd'hui. 10 ans après, maintenant, je pense avoir rééquilibré un petit peu les choses. Oui, alors l'aspect méthodologique, ordinateur, il est souvent aussi à la base de la recherche d'inspiration, justement par le fait de recevoir des images et me donner l'idée d'aller en chercher d'autres. Photoshop aussi, il y a une question de rapidité, aussi dans le choix des équilibres chromatiques notamment. Donc c'est déjà testé sur ordinateur et je sais déjà que telle couleur va bien interagir avec l'autre. J'aurais pas décidé ça in situ. Après, la tradition du graphe, par exemple, c'est de ne pas décider ça avant ou très peu, par exemple. Il y a un côté spontané que moi j'ai pas du tout. C'est très planifié aussi, mon process de travail. L'informatique intervient presque à tous les niveaux finalement. Parce que dans la création, mais aussi quand je dois programmer des pochoirs, justement si je dois faire un grand mur,
ça passe aussi par l'outil informatique, l'envoi en impression, etc. Donc, on est dans une époque où on a ces outils-là à disposition que n'avait pas Diego Rivera, toujours pour reprendre ce fil conducteur. Ça a modifié aussi, évidemment, la forme graphique. Donc, le flat design, l'aplat, le pop, la bande dessinée, tout ça, c'est quand même très nourrissant dans le graphe et dans le street art. Donc, l'ordinateur permet justement, en un clic, de faire un aplat. Moi, je pense qu'il y a une véritable incidence. Et je connais beaucoup d'artistes aussi, ils sont issus d'écoles d'art appliqué, où on leur a appris le graphisme, en même temps qu'on leur a appris le sketch, la peinture ou la théorie de l'art. From the street to the wall, it will speak to you. It will speak En to termes de sources d'inspiration, on peut citer l'art baroque latino-américain, le réalisme soviétique, l'art érotique, le culte des icônes ou encore le paganisme. Aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui t'inspire ? C'est-à-dire qu'on vit dans une ville, on a des scènes surréalistes aussi. Il suffit de prendre le métro et d'observer les gens autour de nous. Donc il y a des gens qui peuvent avoir des postures complètement iconiques. Bon, après, hélas, la plupart sont sur leur portable, on peut le déplorer. Mais moi, je pense que les situations quotidiennes dans une grande ville, les interactions qu'on a entre êtres humains, viennent alimenter énormément une création artistique, surtout si elle est figurative comme la mienne. Et puis après, quand on est dans le métro, pour reprendre la parabole du métro, c'est quand même aussi bourré d'encarts publicitaires, avec des affiches qui sont plus ou moins de bonne facture, mais certaines d'entre elles, notamment les affiches de théâtre par exemple, moi je suis toujours un petit œil qui traîne quand je passe dans les couloirs, pas tant pour le contenu, mais pour la forme graphique qui est toujours inspirante. Donc, le point d'entrée, tu dirais que parce que c'est vrai que dans tes œuvres, on peut souvent retrouver des personnages centraux ou des scènes sociables parfois. Tu dirais que justement ton point d'entrée, ce serait avant tout peut-être un personnage Oui. auquel ensuite tu viendrais un peu ajouter ton univers et un environnement végétal comme on a pu le voir. C'est-à-dire que quand je fais une recherche aussi, c'est pas forcément un personnage, mais une situation qui pourrait m'amener moi à un propos. Et par exemple, j'aime beaucoup faire des recherches dans l'art baroque, puisqu'on parlait du baroque tout à l'heure. Il y a des modes d'expression picturales qui ont plus ou moins accentué un côté théâtral des personnages. Je pensais à David, par exemple. Ce sont toujours des scènes où les postures sont vraiment dramatisées. Donc déjà, moi, ça me fournit une base iconographique qui me donne un canal d'entrée vers l'absurde assez facile, du coup. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à rechercher souvent dans la peinture classique. Par exemple, il y a le mouvement du classicisme au début du XIXe siècle. C'est un mouvement qui a occupé une position hégémonique en contrôlant notamment l'entrée au salon des peintres, puis avait les refusés. Et quand les impressionnistes ont pris le pouvoir d'une certaine manière à la fin du XIXe siècle, ces artistes-là ont été dans l'histoire de l'art très décriés comme étant très académiques, etc., ce qu'ils étaient aussi, quoi. Mais par contre, ils ont quand même laissé pour moi un héritage iconographique très propre, très doux, très vaporeux, un peu romantique aussi. Et pour moi, c'est du pain béni de réutiliser ces images-là. Considères-tu qu'il y a une différence entre l'art qu'on peut retrouver dans des galeries, des musées, versus des fresques qu'on retrouve dans la rue? Ça dépend quel est le périmètre qu'on veut donner à la notion d'art. Si on considère qu'il n'y a art que lorsqu'il y a une représentation publique organisée et institutionnelle, effectivement, je suis assez peu cet artiste-là. C'est toute la question d'ailleurs de la reconnaissance. À partir de quel moment une personne peut s'afficher et se revendiquer comme artiste, à partir de quel degré de notoriété ou de reconnaissance par le public. Donc c'est une question qu'on se pose souvent, les artistes. Et l'art urbain, justement, a permis à beaucoup de ces personnes-là qui pouvaient se sentir mal à l'aise par rapport à ce côté institutionnel de l'art, par tous ces intermédiaires que peuvent être les galeries ou les musées, de pouvoir s'exprimer. Et ça a permis une mise en lumière d'artistes qui n'avaient pas forcément les codes pour pouvoir pénétrer ces milieux-là. Et leur travail a parlé d'eux-mêmes, en quelque sorte. C'est pour ça aussi, pour moi, c'est aussi un renouvellement sociologique de l'art, parce qu'il a permis l'entrée à des catégories sociales qui n'étaient pas forcément destinées à pénétrer les milieux traditionnels de l'art. Est-ce que selon toi, l'art doit-il nécessairement faire réfléchir ? Oui, donc au-delà d'aspects divertissants que peuvent avoir certaines œuvres d'art,
Il faut quand même que derrière, ça suscite une réflexion, au moins une émotion. Mais je pense que, comme l'art doit être quand même le reflet d'une démarche personnelle, bah, celui qui normalement peint ou crée une œuvre artistique, il devrait pouvoir amener à réfléchir celui qui le regarde. Peu importe ce qu'on regarde dans tes œuvres, on ne peut pas cacher qu'il y a une influence assez forte latino-américaine. Qu'est-ce qui t'a marqué ou qu'est-ce qui vient te chercher dans cette culture-là? Pourquoi on les retrouve toujours dans tes œuvres? Alors, j'avais l'impression au cours des dernières années que cette influence-là était un peu décroissante, mais il faut croire que non, puisque... non, alors du coup, j'ai eu une période de ma vie, surtout lors de ma vingtaine, où j'ai beaucoup voyagé en Amérique latine. J'ai eu cette chance, enfin en Amérique du Sud pour être exact, parce que je ne connais pas l'Amérique centrale. Il y a eu la Guyane et pas mal de pays hispaniques comme la Colombie, l'Équateur que j'ai parcouru. Et j'en suis vraiment, je me suis chargé d'images, voilà. Alors peut-être qu'il y a d'autres personnes, ce serait plutôt des sons, de la cumbia, etc. Moi aussi, j'aime beaucoup la musique, mais vraiment mon cerveau s'est chargé de très belles images et puis de situations aussi. Hein. On parlait de surréalisme, etc. ou de paganisme. Bon, bah, clairement, là-bas, on baigne dedans. Hein. Voyager, ça, c'est toujours des expériences fortes. Concernant les artistes qui t'influencent, on pourrait évoquer l'artiste autrichien Gustav Klimt, le peintre mexicain Diego Rivera ou encore l'artiste chilien Inti. Qu'est-ce que ces artistes réussissent à te faire ressentir? Alors déjà, ce que j'aime dans ta question, c'est qu'on a 3 périodes vraiment très différentes. Klimt, donc plutôt seconde moitié du 19e, Rivera, première moitié du 20e, et donc Inti qui nous est contemporain. Et pour ce qui est de Klimt, c'est justement ce symbolisme, cette figuration très maniérée, très posée, très hiératique, qui m'intéresse beaucoup, hein, très, très théâtrale, comme je le disais tout à l'heure, avec toutes ces paillettes, comme une sorte de sanctification un petit peu des personnages, des femmes nues, etc. Effectivement, j'ai une forte influence de Klimt dans mon goût à représenter les chairs, hein, d'ailleurs qu'elles soient masculines ou féminines. Tout en ayant, justement, ce que j'aime, c'est ce volume que va former le corps sur un fond plutôt en aplat, alors un aplat très très bigarré avec plein de petites couleurs différentes, des petites sections. Et c'est justement, voilà, c'est ce que je recherche aussi. Donc concernant Diego Rivera, c'est quand même l'inventeur du muralisme. Et donc je trouve que ce mot, il dit beaucoup, et il exprime bien cette réalité, c'est-à-dire une peinture spécialisée sur les murs, et finalement dont la forme va être déterminée aussi par le lieu dans lequel justement cette fresque est posée. Et je pense que déjà Diego Rivera avait ce souci justement du repérage, je pense, avant de peindre un mur. Après, chez Rivera, c'est aussi la composition riche, l'extraordinaire foisonnement de personnages qu'il représente au service d'une vision historique et partisane, disons-le. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a finalement quelque chose qui se rejoint chez l'œuvre de Rivera, qui est extraordinaire. C'est une forme exubérante, ancrée dans la réalité mexicaine dans laquelle il se trouve, et une forme mise au service de la revendication militante, ce qui est tout à fait naturel lorsque l'on pose dans la rue. Si on pose dans la rue, on s'adresse directement au public et à toutes les classes sociales. Donc, véritablement, le fond et la forme sont imbriqués. C'est pour ça que je considère que Diego Rivera est l'inventeur de l'art urbain moderne. Et pour terminer avec Inti, c'est un artiste que j'admire beaucoup, qui produit de manière d'une rapidité incroyable des murs d'une très grande finesse et qui puise justement ses sources d'inspiration dans le folklore latino-américain, bolivien, argentin, chilien, parce qu'il est chilien d'origine. Et il a pu effectivement faire diffuser une certaine conception de l'art urbain latino-américaine, puiser certainement aussi de Diego Rivera et des premiers muralistes. Et je suis très content aujourd'hui que cette tradition muraliste latino-américaine puisse se diffuser à travers le monde et donc à travers des artistes talentueux comme Inti. It will speak to you. Tu as commencé par un parcours assez traditionnel, avec notamment des études de droit et de sciences politiques. Est-ce que ces premières expériences, qui sont justement assez atypiques pour un artiste peintre, influencent tes œuvres aujourd'hui? Je pense, oui. En fait, je ne suis pas issu d'école d'art, je ne suis pas issu de l'école de la rue non plus. Donc, c'est un statut un peu particulier. J'ai fait des études plus traditionnelles, comme tu l'as dit.
Mais par contre, déjà, ça m'a informé quand même pas mal sur la marche du monde. Ça m'a donné aussi des clés de compréhension, justement, sur l'actualité, sur les mouvances politiques et sociales. Forcément, du coup, après, on a tendance à aimer se tenir informé, justement, de la marche du monde. Et donc, du coup, l'actualité est une source d'information et, in fine, d'inspiration assez importante pour moi. Tu as des œuvres assez engagées. Je crois que tu aimes le faire quand tu as l'occasion. Je pense à ton œuvre Vive le fric que tu as réalisée aux Champs-Élysées. C'est un peu aussi une façon de dénoncer des choses, non? Dire vive le fric sur les Champs-Élysées, c'est faire un constat aussi que c'est une avenue qui a beaucoup été chantée, qui est fantasmée un petit peu par beaucoup de gens à travers le monde. Et je ne sais pas quel est leur degré d'analyse sur la chose, mais quand on a fait des milliers de kilomètres pour retrouver une avenue qui est devenue très aseptisée et qui est devenue véritablement un véritable centre commercial à ciel ouvert, hein, comme je le dis sur la petite vidéo que j'avais fait pour l'occasion. Moi, c'est pas les quartiers où j'habite, etc. Mais ça me fait un petit pincement au cœur. Peut-être que c'était autrement, Champs-Élysées avant, j'en sais rien. Est-ce que Joe Dassin chantait ces Champs-Élysées-là? Je ne sais pas. Mais c'est pas un endroit où j'aime aller. Et pourtant, ça reste quand même un lieu de... Donc, du coup, pour moi, c'est vive le fric. Enfin, c'est décomplexé, quoi. On est là pour dépenser du fric. Est-ce que tu as eu d'abord l'idée de l'œuvre et ensuite tu as trouvé le lieu, ou est-ce que, au vu du lieu et de sa transformation au fur et à mesure des années, tu as eu l'idée de l'œuvre? Mais ça, c'est une très bonne question et à laquelle je ne suis pas capable de répondre. Je ne sais plus qu'est-ce qui a primé sur l'autre. Je me souviens que c'était une période où j'avais envie de faire des œuvres qui pouvaient faire des petits coups d'éclat, hein, sans prétention. Et sachant qu'en plus, il y avait un support vidéo derrière. Mais quant à savoir le lieu, oui, le lieu, j'avais envie de travailler sur l'ouest de Paris, je me souviens. Sous quel angle maintenant? Est-ce que j'étais venu sur les champs avant? Oui, parce que je devais quand même repérer le mobilier urbain. Mais je me souviens, je commence à avoir des petits souvenirs maintenant que tu en parles. J'ai parcouru les Champs-Élysées à la recherche du bon endroit. Et c'est vrai, quand j'ai vu cette cabine téléphonique, à l'époque, il y en avait encore, qui était juste en face de Louis Vuitton, je me suis dit, là, ça, c'est le bon endroit. Parce qu'il y avait une boutique qui était le symbole d'une certaine consommation luxueuse, très prisée des Asiatiques notamment, et ce mobilier urbain qui était customisable. Donc voilà, un petit peu des deux. Mais ça dépend des œuvres. Il y a une époque où je faisais des œuvres politiques, plutôt engagées à gauche, et je savais très bien qu'en collant dans le 20e arrondissement, j'allais avoir un public favorable. Donc il y avait, d'un côté, il y avait ça, et de l'autre, si je voulais parler justement de la dérive de certains quartiers, comme la Défense ou les Champs-Élysées, ben là oui, pour le coup, la prise en compte du lieu et du quartier est très clairement connectée au message. Tu réussis à vivre de ton art, mais il y a quand même plusieurs fresques, par exemple, qui sont commandées, soit par la mairie, des organismes ou peu importe. Est-ce que justement, des fois, tu te sens qu'il y a des contraintes qui font en sorte que tu ne peux pas t'exprimer à 100%, qu'il y a une liberté d'expression chez toi qui est limitée? Absolument. Véritablement, c'est un peu le revers de la médaille du fait d'acquérir plus de professionnalisme et plus de reconnaissance. C'est que du coup, on a des commandes qui matériellement sont pour nous indispensables parce qu'on est comme tous, hein, on a besoin de se nourrir, de se loger. Et effectivement, l'effet pervers, c'est une perte quand même de liberté créative qui est assez importante sur beaucoup de projets. Pas sur l'intégralité de mon œuvre, Dieu merci, sinon j'arrêterai tout. Hein, je vous le dis franchement. Donc du coup, il y a des œuvres commandées et officielles, celles que j'ai pu faire sur Frantz Fanon, où ça rejoint quand même aussi des envies que j'ai pu avoir de peindre ce personnage. Donc là, effectivement, il y a une conjonction de deux intérêts qui est conjointe. Il y a des fois, effectivement, où il y a une limitation d'entrée sur les sujets. Heureusement, pas trop. Mais quelque part, parfois, on s'auto-censure quand on est face à une commande publique. Voilà, si on doit représenter une personne, moi j'aime beaucoup les détournements par exemple, mais si sur un portrait officiel d'Angela Davis à Malakoff, je ne vais pas mettre Angela Davis dans une situation absurde ou ridicule. Voilà, ce sont des choses comme ça. Maintenant, dès que je peux avoir un peu de liberté créative, sur des commandes mais qui vont être plus libres, à ce moment-là, je vais me faire plaisir, je vais pouvoir revenir
à une œuvre que moi je trouve bien plus stimulante pour moi. Le problème, c'est que je passe plus de temps aujourd'hui à faire des œuvres non stimulantes d'un point de vue créatif et intellectuel, parce qu'il y a cette nécessité économique, voilà, due au fait d'ailleurs d'habiter en Île-de-France et d'être père célibataire. Bon, je vous donne des petits éléments de vie privée, mais très légers. Mais voilà, c'est quand même un univers dur. Et nous, les artistes, on n'est pas soustraits à ces contraintes-là. Aujourd'hui, on est dans ton atelier, au milieu de tes œuvres, qui sont exposées dans des galeries, mais tu évoques aussi le fait que tu réalises beaucoup de fresques aujourd'hui. Est-ce que tu as une préférence pour l'un des deux supports ? Très nettement pour la fresque. C'est-à-dire que bon, je ne suis pas que artiste urbain, et puis avant tout artiste peintre, mais les formats, le fait de pouvoir justement offrir l'œuvre d'art au public de manière directe, comme le fait l'art urbain, c'est incomparable. Peindre un tableau en atelier, je vous le dis de vous à moi, ça m'emmerde. J'aime bien peindre, oui, mais rester comme ça, le dos courbé dans un espace fermé, sans interaction avec personne, il y en a qui trouvent beaucoup d'équilibre. Oui, les 2 premières heures, mais quand on a une journée lourde ou une semaine bien chargée et on se retrouve à devoir peindre parfois parce qu'on est dans l'urgence jusqu'à minuit dans l'atelier tout seul, non, c'est pas fun en fait. Donc au moins avec l'art urbain, ça se fait en journée, on entend les gens, les voitures, ça vit autour de nous. Donc ça c'est très très agréable. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de carrément refuser de faire un projet qu'on t'a proposé? Mais très souvent, très souvent, oui, bien sûr. Le commanditaire peut être vraiment abject, donc c'est non, et aller représenter des valeurs auxquelles je m'oppose complètement. Donc ça m'est arrivé, je ne vais pas par contre de citer de cas précis ce soir. Et puis il y a des fois où, oui, c'est-à-dire que les conditions en fait, contractuelles sont tellement défavorables, c'est-à-dire que on me demande par exemple des maquettes pour décorer un stade d'athlétisme pour une ville que je ne vais pas citer non plus. Je leur fais une proposition complète sur l'un des pans de mur, il y a une dizaine, et on me dit non, mais il nous faut 4-5 propositions. Alors je réponds, il faudrait quand même que je sois sûr de ne pas être mis en concurrence avec d'autres artistes à ce moment-là, parce que là, ça devient du travail quand même non rémunéré. Et là, on me dit, ah non, les règles de marché public ne permettent pas ça. Mais ne nous prenez pas pour des idiots. On sait très bien que les marchés publics, ça commence à 20 000 € et que le monde de vie était bien en deçà, par exemple. Donc, quand on se fiche de nous de cette manière, et excusez-moi mon expression, non, je préfère ne pas insister. Voilà. Donc, effectivement, il y a la contrainte économique, mais ça ne justifie pas n'importe quoi non plus. Et on a l'impression qu'ils pensent que les artistes, on a plus de temps disponible peut-être, ou on se couche dans l'herbe grasse et on met une petite pâquerette dans la bouche, quoi. Bon, voilà, le métier d'artiste a changé en tout cas. JBC, ça serait quoi ton rêve le plus fou en tant qu'artiste? Peut-être justement qu'on me confie une place entière dans une ville d'Europe pour que je puisse faire des aménagements justement de peinture, sol, mur, plus création de modules en 3D pour redessiner complètement un espace public de A à Z. Ce serait vraiment pour moi le challenge maximum. From the street to the wall, it will speak to you. JBC, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Mais avec grand plaisir. C'est ce qui conclut notre première émission du Mur au Mic. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté du Mur au Mic. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à nous suivre si vous avez aimé le podcast. Vous pourrez retrouver le travail de JBC sur son site qu'on va vous écrire sur la page de l'émission, ainsi que sur le site de la galerie The Wall 51, partenaire de ce podcast. Vous pourrez retrouver aussi toutes nos actualités sur notre compte Instagram du Mur au Mic et nous vous donnons rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode.